Ils ont manqué une chance de grandir, de réfléchir, d'aimer. Et moi, je me suis enfin trouvée. Parfois, des mariés me demandent « N'ai-je toujours aimé les mariages ?» Je souris parce que la réponse est complexe. Je leur dis que je n'ai pas toujours cru que ma place était dans une robe comme celle-ci. Mais un jour, j'ai remonté l'allée en portant quelque chose que je n'avais pas choisi. Et j'ai réalisé que j'étais devenue quelqu'un de plus fort que tout ce que j'avais pu imaginer. Laissez-moi un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez. Et quelle heure il est chez vous. J'adorerais savoir qui fait partie de notre communauté. Le vent en Haute-Savoie ne hurle pas. Il tranche. C'est ce que j'ai dit à l'architecte quand on a construit cet endroit. La maison est perchée sur une crête, exposée à chaque tempête que la montagne peut lui envoyer. Depuis la route, on dirait une vieille grange, du bois usé par le temps, un toit incliné lourd de neige, une relique, quelque chose d'oublié. C'est tout l'intérêt. C'est le camouflage. À l'intérieur, pourtant, c'est une forteresse, murs de verre à triple vitrage, sols en béton chauffant, une salle de serveur au sous-sol, qui n'a rien à envier au ministère de la Défense. C'est un sanctuaire bâti sur les millions que j'ai gagnés en silence pendant que ma famille pensait que j'étais en train de rater ma vie. Ils voient le bois rustique et s'imaginent que je galère. Ils ne voient pas les poutres d'acier qui soutiennent le tout. J'ai vérifié le flux de sécurité sur mon téléphone. Un gros 4x4 noir montait lentement la longue allée, les pneus crissant sur le gravier. Mon mari, Thomas, se tenait près de la fenêtre, les mains dans les poches. Il n'a pas dit un mot, il regardait juste les phares couper l'obscurité. C'est un ancien commando marine, calme d'une manière qui terrifie les gens nerveux. Il savait ce qui arrivait, nous le savions tous les deux. Les portières ont claqué. Ma sœur Camille a été la première à sortir, grelottant dans un manteau qui coûtait plus cher que ma première voiture, mais qui ne tenait absolument pas chaud. Elle a immédiatement brandi son téléphone pour filmer la maison, avec probablement une légende du genre « petit week-end authentique à la montagne ». Mes parents, Jean-Pierre et Chantal, ont suivi, regardant autour d'eux avec ce mélange familier de jugement et de déception. Ils ne voyaient pas un foyer. Ils voyaient un projet, quelque chose à réparer, quelque chose qui n'était pas assez bien, exactement comme moi. J'ai ouvert la lourde porte en chêne. L'air glacial s'est engouffré, sentant le sapin et la catastrophe imminente. « Julie !» a crié ma mère, entrant sans attendre d'invitation. Elle a inspecté l'entrée, notant la décoration minimaliste. « Oh, ma chérie, c'est charmant, très rustique. Le chauffage marche ?» On sent des courants d'air. « Le chauffage est géothermique, maman. Il est réglé sur 22 degrés, ai-je dit, en refermant la porte contre le vent. « C'est ça, géothermique », a marmonné mon père en secouant la neige de ses bottes. Une façon coûteuse de dire que tu as un trou dans le sol. J'espère que tu as eu un bon prix pour cet endroit. On dirait qu'il y a beaucoup de travaux. Camille est passée devant moi, filmant toujours. « Salut Julie. J'adore le délire. Très authentique. Mais la lumière ici est tragique. J'ai apporté mes anneaux LED. T'inquiète, faut que ça ait l'air vivable pour le contenu. » Elle ne m'a pas serrée dans ses bras. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle a juste commencé à déplacer mes meubles pour que ça rentre dans son cadre. Et puis il y avait Léa. Ma fille était assise sur le tapis près du feu, jouant avec ses blocs de construction. Elle portait son implant cochléaire coloré, celui qu'elle avait choisi elle-même violet brillant avec des autocollants à paillettes. C'était ses oreilles. Son lien avec le monde. Camille s'est arrêtée de filmer et a froncé les sourcils. Elle a zoomé sur Léa, puis a baissé son téléphone. « Julie », dit-elle d'un ton de faux murmure, celui qu'elle utilise quand elle veut être cruelle. « On va garder ça ? Pour les photos ? » « Garder quoi ?» ai-je demandé. Même si je le savais. Je le savais toujours. Le truc à l'oreille. Le plastique. C'est énorme. Ça fait dystopique. On ne peut pas juste l'enlever pour les photos de famille. Ça gâche l'esthétique hiver organique que je recherche. Le silence s'est installé dans la pièce. Thomas s'est détourné de la fenêtre. Ses yeux étaient froids, impénétrables. « Ce n'est pas un accessoire, Camille. » ai-je dit, la voix stable. C'est comme ça qu'elle entend. « Je sais, fit-elle d'un geste de la main méprisant. Mais, pour Insta, c'est juste distrayant. Les gens veulent du pur, pas du médical. Juste pour 1 heure. Elle ne s'en rendra même pas compte.
Elle regarde la télé de toute façon. Ma mère a renchéri. C'est un peu choquant, Julie. Peu. Être juste pour les photos. On veut que tout le monde soit à son avantage. Je les ai regardés. Vraiment regardés. Ma famille. Les gens qui étaient censés m'aimer. Ils ne voyaient pas une enfant. Ils voyaient un accessoire. Ils voyaient une faille dans leur image de marque. Et dans ce silence, j'ai senti le dernier fil de mon obligation se briser. Ce n'était pas bruyant. C'était juste. Fini. Le dîner fut une mise en scène. J'avais préparé un poulet rôti avec des herbes de la serre, servi dans des assiettes en céramique artisanale. Pour eux, j'essayais désespérément de jouer à la parfaite ménagère. Pour moi, c'était juste un mardi soir normal. Nous étions assis à la longue table en noyer. Thomas était en bout de table, silencieux comme une statue. Mamie Hélène était à côté de lui, grignotant son pain, fredonnant un air qu'elle seule pouvait entendre. Camille ne mangeait pas. Elle était trop occupée à organiser sa scène. Elle a déplacé la bougie 3 fois. Elle a ajusté son verre de vin pour capter la lumière. Puis, elle a regardé Léa. « Bon, on fait la photo de famille avant de saccager la table », a annoncé Camille en se levant. Tout le monde sourit. « Julie, rapproche-toi. » Maman, lève le menton. Elle tenait son téléphone bien haut, cherchant l'angle parfait. Puis elle l'a rabaissé, le visage crispé par l'agacement. « Léa, ma puce, » dit-elle avec cette voix mielleuse qu'elle réserve à ses abonnés. « On peut juste enlever tes oreilles 2 secondes, juste pour la photo ?» Léa m'a regardée, confuse. Elle a signé. Pourquoi? Sous la table. Elle en a besoin pour t'entendre, Camille. Ai-je dit en coupant un morceau de poulet. Mon couteau a crissé contre la céramique. Un son aigu, désagréable. Je sais, mais c'est juste une photo. Elle n'a pas besoin d'entendre l'appareil. Harry, Camille, cherchant le soutien de nos parents. C'est juste que le plastique violet jure avec les tons neutres. On dirait un jouet. Ça gâche l'esthétique hivernale que j'ai promise aux sponsors. C'est un appareil médical, a dit Thomas. Sa voix était basse, faisant vibrer la table. Oh, ne sois pas si dramatique, a interrompu mon père en agitant sa fourchette. Camille a raison. C'est un peu distrayant. Tu ne peux pas lui en prendre un de couleur chair, quelque chose qui se fond dans la masse? Pourquoi faut-il que ce soit si? Voyons, parce qu'elle a 7 ans, papa. Et qu'elle aime le violet, ai-je répondu. Ma mère a soupiré, un vrai soupir de martyr. On dit ça pour toi, Julie. L'apparence, c'est important. Les gens remarquent ces choses-là. Ça rejaillit sur la famille. On ne veut pas que les gens pensent. Enfin, qu'elle est défaillante. L'air a quitté la pièce. J'ai regardé ma mère. J'ai regardé ma sœur. J'ai réalisé exactement ce qui se passait. J'avais lu des choses là-dessus. En psychologie, on appelle ça une blessure narcissique. Pour un narcissique, un enfant n'est pas un être humain avec ses propres besoins. Un enfant est un miroir, une extension de l'ego du parent. Pour Camille et ma mère, Léa n'était pas une petite fille qui s'était battue pour entendre le chant des oiseaux. Elle était un reflet d'elle-même. Et l'implant? L'implant était une fêlure dans le miroir. C'était la preuve visuelle de l'imperfection. Cela brisait le fantasme selon lequel elle ne produisait que des spécimens parfaits et génétiquement supérieurs. Il ne détestait pas l'appareil parce qu'il était moche. Il le détestait parce qu'il les faisait se sentir imparfaits. C'était une maladie profonde de l'âme. Et c'était incurable. Défaillante? Ai-je répété. La voix vide d'émotion. Tu vois ce que je veux dire? A dit ma mère, en sirotant son vin. Différente. Compliquée. On veut juste qu'elle s'intègre. Pour son propre bien. Pour son bien, ai-je dit. Ou pour ton fil d'actualité. Camille a levé les yeux au ciel. Tu es toujours si sensible. C'est pour ça que tu es coincé ici au milieu de nulle part. Tu ne comprends pas comment le monde réel fonctionne. L'image, c'est une monnaie, Julie. Mais je suppose que tu n'en sais rien, toi qui vivotes avec tes petits boulots en freelance. Elle a tendu la main vers l'oreille de Léa. Léa a eu un mouvement de recul. C'était fini. Le déclic. La ligne rouge n'avait pas été franchie. Elle avait été pulvérisée. Thomas s'est levé. Sa chaise n'a pas grincé. Il n'a fait aucun bruit. Il s'est juste levé, comme une marée qui monte. Ne la touche pas. Athée, il dit. Je me suis figée. Ce n'était pas un choix, c'était un réflexe.
Mon corps se souvenait du vieux scénario, même si mon esprit l'avait dépassé. Pendant 20 ans, chaque fois qu'il poussait, je m'écrasais. C'était ma façon de survivre. Je restais là, tenant un couteau à viande, pendant que ma sœur réduisait l'existence de ma fille à une erreur esthétique, et ma gorge s'est serrée. Je ne pouvais plus respirer, je ne pouvais plus parler, mais Thomas, lui, le pouvait. Il n'a pas bondi, il n'a pas crié. Il a bougé avec une grâce fluide et terrifiante, passant devant la table, devant les lumières de Camille, devant mon père bégayant. Il est allé droit vers le vestiaire. On le regardait tous, confus. Le vent battait les fenêtres, un rugissement constant contre le verre. Thomas a ouvert le placard à manteaux. Il les a ramassés d'un bras, le trench en cachemire, à 5 000 € de Camille, le vison vintage de ma mère, le pardessus en laine italienne de mon père. Il les traitait comme des chiffons. Il a marché vers la lourde porte d'entrée et l'a ouverte d'un coup. Une rafale de neige s'est engouffrée dans le couloir, tourbillonnant sur le sol en ardoise. Puis, il a jeté les manteaux. Ils ont atterri dans le banc de neige devant le porche, disparaissant dans la poudreuse blanche. Il s'est retourné vers la pièce. L'air glacial s'engouffrait derrière lui, faisant chuter la température de la salle à manger de 10 degrés en quelques secondes. « Sortes » a-t-il dit. « Pardon ?» Mon père s'est levé, le visage rouge. « Tu n'es pas sérieux. Il fait -10 dehors. Vous avez 30 secondes avant que je verrouille cette porte, » a dit Thomas. Il a regardé sa montre. 29. « Julie » a hurlé ma mère en me regardant. « Calme ton mari. C'est une agression. Tu ne peux pas mettre ta famille dehors en pleine tempête. » J'ai regardé ma mère. J'ai regardé Léa, qui avait grimpé sur mes genoux et cachait son visage dans mon pull. « Il ne vous agresse pas, » ai-je dit, ma voix retrouvant son chemin. C'était calme, mais c'était là. Il vous raccompagne, et vous devriez vous dépêcher. Le cachemire supporte mal l'humidité. And as in this was Nazis. Camille a eu un hoquet d'indignation, attrapant son téléphone et son sac. Vous êtes fous, tous les deux. Je vais le dire à tout le monde. Vous m'entendez? À tout le monde. Dehors, a aboyé Thomas. Ils se sont précipités. C'était pathétique, vraiment. La dignité qu'ils prisaient tant s'est évaporée à la seconde où ils ont senti le froid. Ils sont passés devant Thomas, tête baissée contre le vent, courant après leur manteau de luxe dans le noir. Seule mamie Hélène est restée. Elle n'avait pas bougé. Elle picorait toujours son pain, fixant la chaise vide où mon père était assis. « Jean-Pierre, » dit-elle, la voix tremblante. « Jean-Pierre, attends. » Thomas s'est adouci instantanément. Il s'est approché d'elle. « Je vais vous aider à aller jusqu'à la voiture, Hélène. Je ne vous laisserai pas tomber. » Men, il lui a offert son bras. Elle s'est levée, frêle et tremblante, serrant sa canne. En passant devant moi, elle s'est arrêtée. Ses yeux, habituellement embrumés par la démence, se sont soudain éclaircis. Ils étaient vifs, perçants. Elle m'a saisi le poignet. Sa prise était étonnamment forte. Elle m'a attiré vers elle pour que ses lèvres soient juste contre mon oreille. « J'ai vu le courrier, Julie », a-t-elle chuchoté. Sa voix était rauque, mais la confusion avait disparu. « Le dossier rouge dans ton bureau. Orasonic. Je sais qui tu es. » Je me suis raidie. J'avais laissé traîner un dossier sur mon bureau il y a des mois lors de sa visite. Je pensais qu'elle était trop absente pour le lire. Elle m'a serré la main, un sourire complice s'étirant sur son visage. « Fais-leur vivre l'enfer, ma chérie. Ils le méritent. » Puis le brouillard est revenu. Elle a cligné des yeux, a regardé autour d'elle avec confusion et a laissé Thomas la guider vers le froid, là où mon père klaxonnait comme un sourd. Thomas les a regardés s'éloigner, les feux arrière s'effaçant dans la tempête. Il a fermé la porte. Il a tiré le verrou de sécurité. Le silence qui a suivi n'était pas vide. Il était pesant. C'était le bruit d'un pont qu'on brûle, de la structure qui s'effondre dans l'eau. « Ça va ?» a-t-il demandé en se tournant vers moi. J'ai regardé la porte. Je crois que je viens de déclarer la guerre. Tant mieux, a-t-il dit. Il était temps. Le lendemain matin, le soleil tapait sur la neige comme un marteau, brillant et aveuglant. Mon téléphone a commencé à vibrer à 6h45 et ne s'est plus arrêté. D'abord, les SMS. De Camille. « Tu es une psychopathe.
J'ai dû payer 800 € pour une chambre d'hôtel parce que tu nous as mis dehors. Mon manteau est foutu. Tu es morte pour moi. Ensuite, les notifications de réseaux sociaux. Camille n'avait pas chômé. Elle avait posté une story larmoyante, parfaitement éclairée, probablement filmée dans la salle de bain de l'hôtel. Certaines personnes sont tellement jalouses de votre bonheur qu'elles essaient de vous geler. Littéralement. Aujourd'hui, je coupe les membres toxiques de ma famille de ma vie. Paix et lumière. Mon père a écrit « Tu me dois des excuses. » Et un chèque pour l'hôtel. Et mes cotisations au club sont en retard. Règle ça. Ils étaient en panique. Ils étaient furieux. Mais surtout, ils se croyaient toujours tout permis. Ils pensaient sincèrement que ce n'était qu'un bug, une crise de nerfs pour laquelle je m'excuserais une fois calmée. Ils pensaient qu'ils tenaient toujours la laisse. Je suis descendue au sous-sol. Ce n'était pas une zone de stockage. C'était mon centre de commandement. 3 écrans, une baie de serveur sécurisée, une ligne de fibre optique reliée directement au réseau principal. C'était le centre névralgique d'Orasonic. Je me suis assise dans mon fauteuil ergonomique et j'ai réveillé les écrans. La lumière bleue a inondé mon visage. J'ai ouvert un fichier nommé « Le Grand Livre ». Ce n'était pas une métaphore. C'était un véritable tableur. Depuis 6 ans, je suivais chaque centime. Scolarité privée pour les neveux, 150 000 € par an. Cotisation au golf club, 45 000 € par an. Prêts commerciaux pour papa, 324 000 € au total. Supplément de crédit immobilier pour Camille, 32 000 € par an. Rente mensuelle, 32 000 €. Investissement total, des millions. J'ai fixé les chiffres. Pourquoi avais-je fait ça? Ce n'était pas de la générosité. Je le réalisais maintenant. C'était une maladie. J'appelle ça la chaîne invisible du survivant. C'est une forme de syndrome de Stockholm financier, courant chez les enfants qui grandissent dans des foyers narcissiques. Quand on vous apprend que votre seule valeur est votre utilité, vous commencez à payer un loyer pour votre existence. On se dit, si je leur donne assez, si je règle tous leurs problèmes, ils finiront par m'aimer. Ils finiront par me voir. J'avais bâti une entreprise valant des milliards, mais à l'intérieur, j'étais toujours la petite fille essayant d'acheter sa place à la table du dîner. Je payais une rançon pour une relation qui était déjà morte. Je finançais les gens même qui se moquaient de ma fille. Je n'étais pas leur fille. J'étais leur capital risque. Et le retour sur investissement était nul. J'ai regardé la somme totale. C'était assez pour financer un hôpital de recherche. C'était assez pour changer le monde. Et je l'avais dépensé en club de golf et en manteau de cachemire pour des gens qui laisseraient mon enfant dans le froid. J'ai senti un déclic dans ma poitrine. C'était le bruit d'une serrure qui s'ouvre, ou peut être qui se ferme. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas hésité. J'ai ouvert mon portail bancaire. Thomas? Ai-je appelé? Il est apparu dans l'encadrement de la porte, tenant 2 tasses de café. Oui? Appelle l'école privée, ai-je dit, mes doigts survolant le clavier. Dis-leur que le fonds de bourse est fermé. Effet immédiat. C'est fait. A-t-il dit. Il n'a pas demandé pourquoi. Il a juste posé le café et a sorti son téléphone. J'ai cliqué sur « Annulaire les sphilements récurrents ». L'écran a clignoté. « Êtes-vous sûr ?» J'ai cliqué sur « Oui ». Puis, j'ai ouvert une nouvelle fenêtre. Je me suis connecté au portail d'administration sécurisé d'Orasonic Holdings. Il était temps de leur présenter la PDG. Je me suis levée. Je suis allée dans la cuisine et j'ai repris du café. Mes mains étaient stables. Mon téléphone a sonné. C'était l'école d'abord. Madame Anderson? Nous venons de recevoir une notification concernant le virement des frais de scolarité pour le prochain semestre. Il semble avoir été annulé. C'est exact, ai-je dit en sirotant mon café. Le fonds de bourse fourni par le Morrison Family Trust est fermé. Veuillez envoyer le solde restant de 75 000 € à Monsieur Jean-Pierre Henderson. Mais les cours commencent dans 10 jours. Nous exigeons le paiement immédiat, sinon nous devrons libérer les places. Je comprends, ai-je dit. Vous devriez probablement l'appeler. J'ai raccroché. Ensuite, j'ai appelé le club. C'est Julie Henderson. Je souhaite annuler les cotisations de membres récurrentes pour Jean-Pierre et Chantal Henderson. Bien sûr, Madame Anderson. Juste pour confirmation, cela révoquera également leur accès au restaurant et au parcours de golf dès aujourd'hui. Êtes-vous sûr? Je suis sûre.
Oh, et annuler le bail du casier. Ils pourront récupérer leurs affaires à l'accueil. C'est noté. J'ai continué la liste. J'ai appelé la société de leasing pour la Mercedes de mon père. J'ai appelé le studio de pilates privé. J'ai appelé le service médical de conciergerie. Clic, clic, clic. Il m'a fallu 45 minutes pour démanteler tout leur style de vie. Ensuite, je me suis connectée à l'annuaire d'entreprise d'Orasonic. J'ai trouvé le numéro de la division des actifs en difficulté de la First National Bank. Ici Julie Anderson, PDG d'Orasonic. Ai-je dit quand le directeur a décroché. Je souhaite exercer l'option d'achat sur le portefeuille de Henderson Consulting. Madame Anderson, vous voulez exiger le remboursement de la dette? Maintenant? Oui, le montant total. 384 000 €. Remboursement immédiat. Et la créance hypothécaire sur la propriété dans les Yvelines? Ça aussi, madame. Cela va probablement forcer une saisie immobilière. Je suis au courant, ai-je dit. Envoyez les mises en demeure. Aujourd'hui, j'ai raccroché. Mon téléphone a recommencé à vibrer. Mais cette fois, ce n'était pas un SMS. C'était un appel de mon père. J'ai répondu. Julie? Sa voix tremblait. Qu'est-ce que tu as fait? Le club vient d'appeler. Ils disent que notre adhésion est annulée. Et l'école? Ils disent que les frais n'ont pas été payés. C'est une sorte de blague de mauvais goût? Pas une blague, papa, ai-je dit. Juste une correction. Une correction? De quoi tu parles? Règle ça. Tout de suite. Je ne peux pas régler ça, ai-je dit. Ne me mens pas. Tu paies depuis des années. Tu as clairement de l'argent. J'en ai, ai-je dit. Mais cet argent appartient à Orasonic Holdings. Silence. Aura. Quoi? Orasonic, ai-je répété. L'entreprise de biotechnologie que j'ai fondée il y a 6 ans. Celle que les journaux économiques ont valorisée à 4,5 milliards d'euros au dernier trimestre. Quoi? A-t-il chuchoté. Je n'ai pas seulement payé tes factures, papa. J'ai racheté tes dettes. Je possède ton prêt commercial. Je possède l'hypothèque de Camille. Je suis la banque. C'est impossible. Tu es graphiste. Je suis PDG. Ai-je dit. Et depuis ce matin, je suis votre créancière. J'ai entendu un souffle étouffé à l'autre bout du fil. Pourquoi? A-t-il lâché? La voix étranglée. Pourquoi tu ferais ça? Parce que tu as traité ma fille de robot, ai-je dit. Alors j'ai décidé de vous montrer exactement à quoi ressemble le rien. On est ta famille. A-t-il hurlé. Tu ne peux pas faire ça à ta famille. Tu as raison. Ai-je dit. Je ne peux pas. C'est pour ça que je dissous notre partenariat. Julie, s'il te plaît. Au revoir, papa. J'ai raccroché, puis j'ai éteint mon téléphone. Je suis montée à l'étage. Léa était assise par terre, construisant une tour avec ses blocs. Elle a levé les yeux et a souri, montrant son oreille. Entendre? A-t-elle signé? Oui. J'ai signé en retour. Je t'entends. Oui, je t'entends. Je me suis assise à côté d'elle et j'ai renversé la tour. Elle a ri, un son clair et pur qui a rempli la pièce. Nous avons recommencé à construire. 1 semaine plus tard, l'hiver avait enfin lâché prise. La neige fondait en une boue grise, révélant la terre brune en dessous. C'était moche, mais c'était honnête. J'étais assise sur le porche de la grange de verre, enveloppée dans une couverture, regardant Léa jouer dans le jardin. Elle portait son implant violet. Elle faisait du bruit. Elle était joyeuse. Elle était tout ce qu'ils avaient essayé de cacher. Une camionnette de location s'est arrêtée au portail. Ce n'était pas ma famille. C'était un service de coursier. Le chauffeur a remonté l'allée, portant une enveloppe unique. Julie Anderson? C'est moi. Il m'a tendu l'enveloppe. Elle provenait d'un cabinet d'avocats parisien. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait une lettre de Camille. Pas un procès. Pas une menace. Juste une lettre. Julie, je t'écris depuis un petit motel en banlieue. On a perdu la maison. Papa a vendu la Mercedes pour rembourser certains des petits prêts, mais ça n'a pas suffi. Maman loge chez sa sœur. Je ne sais pas où j'irai ensuite. Je voulais te détester. Vraiment. Je voulais croire que tu étais la méchante qui avait volé nos vies. Mais ensuite, j'ai regardé mon fil d'actualité. J'ai regardé les photos que j'ai prises ce soir-là. Celles où j'ai essayé d'effacer les oreilles de Léa par retouche. Et pour la première fois, j'ai vu ce que tu voyais.
J'ai vu un monstre. Je n'attends pas de pardon. Je ne le mérite pas. Mais je voulais que tu saches que la marque est morte. Ma vie d'influenceuse est terminée. Je postule pour des jobs dans le marketing. Des vrais jobs. Débutante. Je repars de zéro. Tu avais raison. On construisait un château sur du sable. Tu as juste été la vague. Adieu, Julie. J'ai plié la lettre. Je ne me sentais pas triomphante. Je ne me sentais pas triste. Je me sentais juste. Légère. Je suis retournée à l'intérieur. Thomas était dans la cuisine, préparant le déjeuner. Il a levé les yeux quand je suis entrée. « Des nouvelles » a-t-il demandé. « Un chapitre qui se ferme. » Ai-je dit. Et un nouveau qui commence. J'ai pris mon téléphone. J'ai ouvert mon application bancaire. Le solde du compte de soutien familial était toujours là, 32 000 € par mois, qui s'accumulaient. J'ai fait le virement. La totalité. Destinataire. Fondation des voix silencieuses. Motif. Pour ceux qui ont besoin d'être entendus. Je me suis approchée de la fenêtre et j'ai regardé ma fille. Elle chassait un écureuil, en riant, son oreille violette brillant au soleil. J'avais passé ma vie à essayer d'acheter une place à une table où on ne voulait pas de moi. J'avais dépensé des millions pour essayer de réparer des gens qui préféraient être brisés. Mais maintenant, je construisais une nouvelle table. J'ai réalisé alors ce qu'est la vraie justice. Ce n'est pas seulement brûler les vieilles structures. C'est utiliser les cendres pour fertiliser le sol. C'est prendre les ressources qui étaient gaspillées par vanité et les utiliser pour faire pousser quelque chose de vrai. Je n'étais plus seulement une survivante. J'étais celle qui sème les graines du futur. Si vous avez déjà dû couper une branche pour sauver l'arbre, partagez cette histoire. Vous n'êtes pas seul.